jeudi, vendredi sur Sen TV. yow mii da nga yàq suñu télé bi mbaa nga gaañ sa bopp di. programme Sen TV tey ëpp naa rafet. waaw kii fu mu ne. ban programme. gis-gis. yow da ngaa tardé courant bu coupé télé bu paan mbaa sa liggéey warulaa mën a tere seetaan Sen TV mbaa ngay déglu Zik FM. téléchargel application des médias ci Play Store mbaa Play Store. ak foo mën a ne nag yaa xam bitim réew Amérique France Sénégal ba Réfane. waaw yow daal amal connexion rek. kese mais baax mi léegi daa bara seen fu mu ne yow mooy yow. te du jël connexion bi. Père Magone yaa ngi ca biir yow. ak yaa ngi ci biir. taxi nag loo ci xamul gis nga la tribune bi nga yor information yu wér te wóor te 100 francs dong la jar. la tribune de 100 francs rek la. yéen ñi safoo des médias aimé leen sunu page Facebook di Sen TV l'officiel te abonné wu si sunu chaîne YouTube des médias l'officiel bu leen fàtte bës si lii des médias sunu yëf. Bonsoir à tous, très heureuse encore une fois de vous retrouver dans votre magazine d'information, l'essentiel qui traite l'actualité du jour. Comme vous le savez, l'actualité est toujours fortement dominée par la Covid-19. Alors l'essentiel d'aujourd'hui porte justement le thème la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et de ce fait, nous avons aussi sur le plateau Dr Amadou Ndiaye, El Hadji Mamadou Ndiaye plutôt, qui est le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce plateau. Moi aussi, bonsoir. Et également sur ce plateau, notre consultant maison, Seydou Saliougué, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Yacine, bonsoir Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Yacine, un plaisir de te retrouver. Bonsoir au docteur Ndiaye, bonsoir à Seydou Saliougué, mais également bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Nous allons espérer que l'exercice auquel justement ça donne docteur Ndiaye tous les matins aura des résultats probants sous peu, afin que le Sénégal puisse aller dans le sens de diminuer drastiquement les nombreuses contaminations, mais également endiguer de manière définitive la pandémie. Voilà, docteur, comme vous l'avez entendu tout de suite avec Abdoulaye, la Covid-19 continue sa propagation au Sénégal. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur l'état des lieux? Merci beaucoup et resaluer encore à Seydou Saliou et à Abdoulaye également, vous aussi et aux téléspectateurs. Pour dire par rapport à la situation, c'est vrai que je ne vais pas je vous donne une situation apparemment globale que je vais survoler actuellement. Nous savons qu'actuellement, nous avons pratiquement 38 départements sur les 45 du Sénégal qui sont atteints. Toutes les régions ont été touchées. C'est une des premières fois où l'épidémie a touché tout le pays, n'est-ce pas? 63 districts sur 79 sont également touchés par rapport à l'ensemble du pays. Voilà ce qu'on peut dire. Donc l'épidémie s'est confortablement installée dans le pays et que nous sommes depuis le 2 mars pratiquement que nous avons notre premier cas, mais nous disons que nous étions en alerte depuis le mois de décembre. Donc nous sommes à 6 mois et quelques d'alerte sur le terrain pour essayer de voir, de prendre en charge cette épidémie. Alors, comme vous l'avez dit, l'épidémie qui s'est fortement installée sur le littoral national, n'est-il pas justement la cause que le khalife général des Tidjanes, et comme certains Sénégalais d'ailleurs, demande au gouvernement de dire la vérité aux Sénégalais? Est-ce à dire ou à ne pas dire quand même que cette pandémie est vraiment une réalité ici au Sénégal? Cette pandémie est une réalité au Sénégal. Et cette réalité et cette vérité a toujours été dite aux Sénégalais. Je pense, à mon avis, que la vérité a été dite, mais je pense également que le message du khalife, tel que je ne l'ai pas écouté, tel que je l'ai perçu, c'est pratiquement de dire la vérité par rapport à la gravité et à l'ampleur de la maladie par rapport au monde entier. Et non peut-être par rapport à ce que nous disons par rapport à la vérité des choses. Il y a un problème de compréhension. C'est un problème de compréhension, mais moi, d'après ma lecture que je fais, c'est pratiquement de donner l'ampleur de la maladie, la gravité et le fait que les populations puissent vraiment mesurer la gravité, l'importance de cette épidémie, que ça puisse être
que chacun puisse l'apprécier à sa juste valeur. C'est comme ça que c'est la lecture que j'en fais, moi. Alors, Seigne Saliou, comme vous l'avez vu, le Khalife général des Tidjanes demande au gouvernement du Sénégal justement de dire que la vérité, rien que la vérité, aux Sénégalais. Bon, vous savez qu'on peut en faire une lecture plurielle. Et ce que moi je salue, c'est la constance du Khalife général des Tidjanes depuis le début de cette pandémie. Parce que toujours il s'est prononcé sur cela et en présence bien sûr même des membres. Il est sorti 2 fois quand même. Absolument, il est sorti pour dire vraiment ces vérités bien sûr aux membres même, en tout cas aux autorités qui ont en charge cette pandémie. Une fois à Tiaouni, il a dit carrément au ministre de la Santé, et là je crois que c'était lorsque le ministre était rendu là-bas, qu'on a l'impression que l'État a démissionné dans la gestion. Bon, si maintenant le Khalife en arrive en tout cas à un tel discours, c'est pour remarquer que jusqu'à aujourd'hui, la riposte n'est pas encore à ce niveau-là qui puisse permettre peut-être au Sénégal vraiment de pouvoir endiguer la maladie. Parce que l'effet de relâchement qu'on a constaté depuis la dernière prise de parole du président de la République, en tout cas, il y est pour quelque chose. Et à part de là, quelle est la stratégie qu'il fallait mettre en place pour accompagner ce discours même du président, qui a été mal compris dans un premier temps, qui a été mal compris. C'est-à-dire qu'il fallait nécessairement qu'on puisse accompagner le discours du présidentiel par une communication très raffinée qui puisse au moins permettre aux Sénégalais de bien appréhender le discours présidentiel. Malheureusement, on l'a compris dans un sens unilatéral du fait qu'il faut vivre avec le virus. C'est comme si on dit aux Sénégalais maintenant relâchez complètement, abandonner l'observance des mesures barrières et maintenant retourner à vos activités. Ce qui est extrêmement grave. Parce que vivre avec le virus, ça signifie non seulement reprendre nos activités dans le temps, mais en même temps aussi observer l'ensemble des mesures barrières pour que la maladie, qu'on puisse vivre avec cette maladie, qu'il ne puisse pas non seulement nous contraindre à ne plus continuer nos activités économiques, mais en plus aussi faire de sorte que la maladie ne puisse pas du tout se propager. Mais on a l'impression aujourd'hui que les activités ont repris, mais que la maladie aussi est en train d'avancer. Et que nous, par conséquent, on est en train de reculer même sur l'observance des mesures barrières. Ce qui est dramatique, parce qu'on a remarqué depuis lors une progression constante de cette maladie-là. Et là, je crois qu'il y a quand même des indicateurs qui nous montrent que la maladie est en train de faire vraiment son bonhomme de chemin. Si nous prenons par exemple le trimestre, le bimestre mai-juin et juin-juillet, on a vu que la maladie a fait un bond, c'est-à-dire au plan même de contamination, 45%. De 66 jusqu'à 96, 45%. Et ça sont les données épidémiologiques du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'il y a une avancée. De la même façon aussi, on a constaté qu'il y a une progression aussi du nombre de morts. Dans le dernier discours présidentiel, le président disait que le Sénégal en était à 1,50 de taux de létalité. Aujourd'hui, nous en sommes à 2,03. Ce qui signifie quand même qu'il y a une avancée de cette maladie-là. Si nous prenons, nous, les instances dans lesquelles, parce que ça aussi sont des indicateurs pour montrer vraiment la gravité de cette maladie. Aujourd'hui, au niveau même de l'UEMOA, qui compte 8 membres, le Sénégal, au plan du taux de contamination, le Sénégal est le quatrième au niveau de la CEDEAO, 13e au niveau continental et 82e au niveau mondial. Si nous prenons le taux de létalité, le nombre de morts du moins, le Sénégal a enregistré, en tout cas, on enregistre le plus grand nombre de morts au niveau de l'UEMOA, 2e au niveau de la CEDEAO, 11e au niveau continental et 77e au niveau mondial. Ce qui montre que nous sommes vraiment dans la zone rouge. Maintenant, à partir de l'ensemble de ces données-là, le Khalife, quand même, il fait une analyse de l'ensemble de cette situation en disant qu'en réalité, il faut quand même vraiment dire la vérité au Sénégal. Cela ne veut pas dire que peut-être que le ministère ne donne des chiffres erronés, mais faire une communication de sorte que les gens puissent prendre conscience de cette maladie. Parce qu'il y en a qui, depuis le début, ils sont dans le déni de cette maladie-là. Tout à fait. Et là aussi, je crois que c'est extrêmement grave. Et ça traduit l'effet de relâchement qu'on a constaté dans la France. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que la frange la plus touchée au Sénégal, c'est les 16 jusqu'à 39 ans. 16 jusqu'à 39 ans. Et malheureusement, on a l'impression que l'effet de relâchement, on le constate plus dans cette frange jeune-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la communication devait beaucoup être axée sur cette frange jeune-là. Même si aujourd'hui, on dit que le taux de létalité est moindre chez les jeunes-là. Attention, ça tue les jeunes. Hein? Et ça aussi, il faut que les jeunes en soient conscients.
peut-être que quand on a un âge un peu avancé, on peut être sujet à des pathologies. On est plus vulnérable. Oui, on peut être beaucoup plus vulnérable. Mais attention, cette maladie-là tue les jeunes. Et aujourd'hui, j'ai dit, la frange la plus touchée au Sénégal, c'est les 16 jusqu'à 39 ans. Et l'effet de relâchement, on le constate dans ces jeunes-là. C'est-à-dire que donc, quelle est la communication qu'il faut mettre en place pour réellement amener ces jeunes-là à prendre conscience? Parce que de plus en plus, on a l'impression que les gens sont insouciants de cette maladie. Et chaque jour, on remarque que les taux de contamination, ça augmente, le nombre de morts augmente, les contaminations aussi, ça augmente. Et pourtant, on a l'impression que ces jeunes-là ne s'en soucient même pas du tout. Donc, si nous analysons le discours du Khalif, c'est comme si quand même, il faut quand même recadrer, revoir cette communication-là en direction, bien sûr, de la population. Surtout, c'est ces jeunes-là qui sont dans le déni permanent. Alors, Abdoulaye, ce déni permanent, c'est dû à peut-être une incompréhension ou bien même, tout simplement, il y a des non-dits? En fait, nous sommes revenus à nos vieilles habitudes, tout simplement. Parce qu'on le sait pertinemment, au Sénégal, souvent, on a une capacité d'indignation par rapport à une quelconque situation, mais ça c'était comme si c'était un feu de paille. On le constate dans le secteur des transports, on le constate dans d'autres secteurs. Pour ce qui est de la pandémie, je crois bien que le Khalif général de Tidjane Serigne Babacar Sy Mansour est l'un des meilleurs exemples en termes de communication, en tout cas en termes de communication par rapport à la base, autrement dit par rapport à la communauté. Parce que depuis l'apparition de la pandémie, on ne l'a jamais vu sortir en public sans porter de masque, mais également tout en tenant un discours de vérité. Depuis le mois de mars, la Zawiya de Dakar et la Zawiya de Tivaouane sont restées fermées. Les talibés ne sont pas sortis justement des daras jusqu'au jour où à l'avant-veille de la Tabaski, où certains qui avaient fini justement l'apprentissage du Coran ont reçu leur parchemin pour pouvoir rentrer chez eux. Et c'est là où se situe le problème. Je crois bien que, je l'ai déjà dit sur ce plateau, la communication faite chaque matin par le ministère de la Santé et de l'Action sociale est une nécessité par rapport à la délivrance de la bonne information. Émetteurs, ils sont récepteurs. Nous sommes, nous, professionnels de l'information et de la communication, et il nous appartient en retour d'utiliser nos différents canaux de communication pour justement donner justement l'information aux destinataires, et les destinataires, justement, c'est le peuple sénégalais. Malheureusement, et au regret de le constater, suite aux deux discours du président Macky Sall parlant de mesures d'assouplissement, ensuite allant dans le sens de la levée du couvre-feu, on a vu justement cette pagaille comportementale constatée chez les Sénégalais. Et là, également, au-delà du Khalif général, je crois bien qu'on devait mieux utiliser nos religieux par rapport justement à certaines circonscriptions du Sénégal, parce qu'il y a des réalités sociologiques et religieuses qui nous l'imposent. Au niveau de Dakar, j'ai eu à le dire ici, nous avons également des chefs coutumiers que nous pouvions utiliser. Regardez la zone Ouakam, Ngor, Yoff, c'est une zone fortement touchée par la pandémie. Et pourtant, il y a des djarafs là-bas. Pourtant, il y a des ndédirés là-bas qui représentent un maillon essentiel dans la communauté lébou. Dans les différentes mosquées, les imams également peuvent être mieux utilisés pour être d'autres relais, justement en termes de sensibilisation. Vous voulez dire qu'on doit impliquer par là les acteurs communautaires? Oui, par rapport à la communication communautaire. Parce que l'approche communautaire, c'est là où il y a eu véritablement une défiance par rapport justement à la communication dont nous avions besoin. Mais le ministère de la Santé et de l'Action sociale ne peut pas à lui seul faire ce travail. Et je crois bien que Serigne Saliou, c'est là où les autres démembrements du gouvernement, c'est mon impression, c'est ma lecture, ont tout petit peu abandonné justement la culture de la solidarité gouvernementale. Tous les ministères devaient être concernés par la lutte et devaient utiliser tous leurs, les différents secteurs ministériels pour aller dans le sens d'appuyer le ministère de la Santé dans sa communication par rapport au niveau de compréhension et ne pas justement permettre aux Sénégalais de s'adonner justement à ce relâchement constaté. En situation préélectorale, électorale et post-électorale, la coalition présidentielle a
justement un pôle de communication. Ce pôle de communication est utilisé à outrance pour aller dans les différents plateaux de télévision, dans les quotidiens, dans les sites internet, etc., etc., pour justement ce qui est de la lutte contre le coronavirus. Le ministère du commerce, le ministère justement des infrastructures, le ministère blablabla devaient également jouer leur partition et venir en appoint pour justement constituer une task force autour du ministère justement de la santé et de l'action sociale pour justement permettre à ce ministère de mieux diligenter justement le combat qu'il est en train de mener avec des résultats qu'on puisse dire à mon avis assez probants, parce que le taux de guérison, on parle du taux de létalité, on parle du taux de mais on oublie souvent de revenir sur le niveau justement de guérison constaté, et je crois bien que c'est une avancée notoire et notable par rapport à certains pays beaucoup plus développés avec des infrastructures hospitalières beaucoup plus conséquentes. Maintenant, je crois bien que la lutte aujourd'hui devrait nous mener à véritablement sortir le bâton, quoi qu'on puisse dire, sortir le bâton pour forcer le Sénégalais à respecter les mesures barrières, parce que il fut un temps, la grippe espagnole qui était là a fait plus de 30 millions de morts, et justement, en son temps, déjà, on parlait du respect des mesures barrières, de la distanciation physique, etc. Et justement, l'heure est grave, comme le disait le président Macky Sall lors de son premier discours, la guerre n'est pas finie, parce que nous sommes toujours en guerre, il y a des belligérants, justement, c'est nous, contre le virus. Alors, docteur Ndiaye, que pensez-vous? Certainement, vous avez votre avis sur ces deux réactions. Ces deux réactions, pratiquement, nous avons le même point de vue sur l'achoppement que nous avons par rapport à l'acceptation de la communauté par rapport à l'existence de cette épidémie, de cette pandémie, et de son acceptation et surtout de son implication. Nous avions depuis depuis d'abord que l'épidémie s'est installée au Sénégal, ce qui a été fait au niveau de ce ministère, c'est la création, avant même l'épidémie, depuis décembre, c'est de réactiver le Comité national de gestion des épidémies, où tous les ministères et toutes les structures et entités sont représentés. Ça a été démultiplié au niveau des régions et au niveau des départements, pour impliquer la communauté. C'est toujours dirigé par le ministre ici, au niveau région par les gouverneurs, au niveau décentralisé les préfets et sous-préfets. Là, c'est une entité qui regroupe l'ensemble des parties prenantes au niveau de la communauté, pour que les plans d'action élaborés, qu'il soit le pivot, en tout cas de ces actions qui ont été menées. Ça a été mené jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ça a permis peut-être aux résultats que nous avons, mais à un moment donné également, depuis plus de 2 mois, on a encore senti que lorsque l'épicentre s'est confortablement installé au niveau de la région de Dakar, la région de Diourbel et la région de Thiès, on a pensé également essayer de mettre au-devant tous les acteurs communautaires. Notamment, les acteurs communautaires, c'est pratiquement toute la communauté. Les chefs religieux en font partie. Ils sont les premiers, les leaders politiques, les leaders religieux, les administrateurs, la jeunesse, les acteurs communautaires, tout le monde. La région de Dakar actuellement, plus de 10 000 volontaires par rapport à cette épidémie. Tout ça et les ASC sont impliqués. C'est pour qu'on puisse aller traquer cette maladie, en tout cas porter la bonne information et à ce que les gens puissent accepter cette épidémie. Et savoir que cette épidémie, effectivement, vous savez, la partie prise en charge est une partie infime en réalité. Le gros, c'est pratiquement l'ensemble des mesures qui permettent d'éviter cette maladie. C'est une maladie, encore on le rappelle, il n'y a ni médicaments ni vaccins jusqu'à présent. Donc, l'essentiel, c'est des mesures préventives autour de ce qu'on vient de rappeler, les mesures barrières, etc., etc. Tout ceci a été rappelé. On dira pas peut-être que, on dira même qu'il y a excès de communication par rapport à ça. Mais peut-être la communication, il fallait la prendre autrement, essayer de voir ce qu'il y a de plus difficile, bien sûr. Parce que, jusqu'à présent, comme l'a dit Seigne Saliou... La communication, le prendre autrement, d'où justement ce problème d'incompréhension dont vous parlez tout à l'heure. Non, c'est peut-être pas un problème d'incompréhension. Les gens ont compris. Vous prenez quelqu'un dans la rue, il vous dit ce qu'il faut pour éviter le corona. Mais il ne l'applique pas. C'est là le problème. Donc c'est pourquoi, même dans le plan du ministère et des régions actuellement, nous avons des socio-anthropologues. Des gens qui essaient de comprendre un peu au niveau de la communauté qu'est-ce qui fait que les gens essaient de ne pas comprendre cette épidémie.
on a cette pandémie. Qu'est-ce qui fait que les Sénégalais ont certains comportements? On a vu des gens empêcher à des gens d'enterrer des morts. Il faut qu'on essaie, avant de communiquer, il faut connaître le soubassement. On a vu aujourd'hui que les gens refusent même à ce qu'on dise que telle personne a le coronavirus. Il faut avant de communiquer, il faut comprendre pourquoi. C'est une maladie comme toutes les autres. Les gens ont leur hypertension, leur diabète, leur asthme, etc. Le coronavirus, qu'est-ce qu'il y a de honteux par rapport à cette maladie? Justement, au début... Une maladie qui, en fait, est comme toutes les autres maladies, qui est là, qui a touché tout le monde, qui ne laisse personne en rade, et qui est là, et les gens, il y a un déni, en tout cas, de ça. Donc, il faudra donc un ensemble de choses. Il faudra que la communication encore, c'est l'élément le plus difficile par rapport à ça. Donc, il faudra, nous sommes d'accord que par rapport à cette question, il faudra encore qu'on puisse innover. Qu'on essaye de voir quels sont les messages qui peuvent accrocher, quels sont les messages qui peuvent en tout cas faire que les gens puissent changer de comportement. On est aujourd'hui allé jusqu'à dire aux jeunes, attention, parce que les jeunes, on n'a pas dit que les jeunes sont protégés. Ils sont atteints, ils sont beaucoup atteints, ils sont vulnérables, mais peut-être qu'il y a une frange de la population qui est plus exposée et qui malheureusement résiste un peu mal par rapport à ça. Alors, et donc, c'est ça le problème, à tel point qu'aujourd'hui, en communiquant toujours, on dit aux jeunes d'essayer de protéger les personnes les plus exposées ou les personnes âgées. Donc, voilà donc un certain nombre d'éléments. Tous les chiffres ont été... C'est vrai que les mesures ont été prises. Peut-être que jusqu'à présent, si ceci n'a pas été fait, on allait évoluer vers des scénarios plus catastrophiques. Mais si vous voyez que nous sommes peut-être dans des proportions qui sont là, c'est lié au fait qu'il y a un certain nombre de mesures. Et puis aussi savoir que, c'est vrai, la comparaison de Seigne Saliou, elle est très bien. Mais moi, je ne dénie pas aux autres pays les progrès qu'ils ont faits. Mais je dirais que les chiffres du Sénégal sont des chiffres extrêmement... Nous avons un système très sensible et des chiffres très fiables. Parce que les gens qui parlent de mortalité, de létalité, de décès, ou etc., dans certains pays, nous savons que nous avons un système extrêmement sensible où la comptabilité est presque très exacte et très fiable. Contrairement, on est allé jusqu'à tester des décès. Les décès se font tester dans ce pays et vous avez vu la réaction de la population par rapport à ça. Nous allions même jusqu'à compter et tester les morts pour dire quels sont ceux qui sont décédés. Ça agit sur nos chiffres. Ça permet de dire combien nous avons. Ça permet de ça nous fait graduer vers des chiffres plus élevés parce que nous comptons tout, nous ne laissons rien en rade. Vous voyez, aujourd'hui, la physionomie du Sénégal, vous voyez également, même si vous regardez aujourd'hui, combien de régions sont on teste à Dakar, l'Institut Pasteur, IRSF test, il y a Wokam, il y a Thiès qui teste, il y a Richard Toll, il y a Matam, il y a Kédougou, il y aura dans les jours à venir, dans cette semaine ou début semaine prochaine, Kaolack qui va entrer dans la danse, Ziguinchor et Tamba. Vous voyez donc un pays où on a maillé, plus les sites sentinelles à l'intérieur vont également tester. Pour dire que, en réalité, nous sommes en train de détecter et de capter tout. Donc, au plan de cas détectés, de cas, etc., le Sénégal, forcément, nous allons en tout cas détecter le maximum. Mais on aurait pu prendre les devants et mettre justement ces dispositifs en place afin qu'on puisse faire tester toute la population sénégalaise. Si l'on sait que la propagation se fait très rapidement. Il est toujours bon de dire on pouvait. Mais regardez, depuis décembre, je vous dis, nous sommes en alerte. Depuis 12 décembre, nous sommes en alerte. Le premier cas est arrivé le 2 mars. Mais nous avons testé en février des cas qui sont avérés négatifs. Ce qu'on ne sait pas. Mais on ne dit pas ça. On ne dit pas qu'on a testé des gens qui sont négatifs. Mais le premier cas a été confirmé le 2 mars. Mais depuis février, nous sommes en train de tester. Et, vous voyez, le premier cas qui est arrivé, on l'a pris. Et vous voyez, même la région de Kédougou, un cas qui a marché du Burkina, il est entré, on l'a pris. Nous avons un système, bon, c'est vrai qu'il faut toujours parfaire. Les mesures, on ne dit jamais qu'elles sont exactes. Il faut toujours améliorer. C'est une épidémie où tout le monde apprend, qui a dépassé tous les pays. En fait, n'est-ce pas? Vous voyez, certains pays, nous avons entamé notre 6e mois de pandémie. Vous voyez que tous ces pays, comment ils ont été dépassés dans ces 6 mois. Dans ces 6 mois. Les pays ont allé, la France a évacué même en Allemagne. Les États-Unis, on a commandé des conteneurs de 40 pieds pour mettre des corps. D'accord, mais... C'est pour dire seulement que, encore une fois, tout ce qui se dit est vrai actuellement.
il faut que la communication puisse passer. Tout le monde est d'accord sur ce point. D'accord, on parle de communication, vous l'avez dit tout de suite, on parle d'innovation également. Et ce serait à revoir justement les stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement du Sénégal, mais également par vous, votre ministère. Oui, les stratégies, ce n'est pas les stratégies. Actuellement, on a fait de telle sorte que les stratégies d'impliquer le maximum la communauté. Ce n'est plus un plan du ministère de la Santé, c'est un plan multisectoriel où tous les ministères siègent, mais également avec une implication forte de la communauté et qui a été même décentralisée. Parce que si vous allez au département de Dakar, dans le département de Dakar, tous les préfets des 4 départements sont à la tête de ces comités où tout le monde travaille, rencontre, fait des réunions régulières, etc. Autour des médecins de district, des sous-préfets et des préfets, avec les Badienougor, les associations de jeunes, les acteurs communautaires, des socio-anthropologues, et ainsi de suite. Donc, il y a plus, bien sûr, ce qui se fait au plan journalier, au plan avec tous les médias, la contribution de tout le monde. On voit donc qu'il y a un certain nombre de choses. Mais encore une fois, nous disons toujours qu'il y a... On ne dira pas que c'est insuffisant. Moi, je ne dirais pas que c'est insuffisant. Je dirais que c'est suffisant, mais peut-être qu'on n'a pas accroché la bonne fibre qui nous permet d'entrer en ligne. Et là, c'est peut-être pas le ministère, mais il faut voir l'ingéniosité du Sénégal, où est-ce qu'on peut trouver la bonne formule. Parce que aussi, il faudra, moi je dirais qu'il faut que les chefs religieux également essayent de nous aider encore plus dans cette communication par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à ce qu'il faut dire, etc., etc. Parce que c'est un pays fortement religieux par rapport à... D'accord. Alors, Abdoulaye, nous allons rapidement terminer avec vous et... Oui. En fait, le docteur a raison lorsqu'il parle d'innovation. Et je crois bien que c'est là où il faudra mettre l'accent, parce qu'au-delà des chefs religieux dont il vient de faire allusion, mais le président de la République, qui est justement le général en chef, qui donne l'impression actuellement d'abandonner le terrain justement du combat, devrait justement reprendre les armes avec son gouvernement. Je crois bien qu'il est bon de voir le docteur Ndiaye chaque matin, mais moi je dis qu'il est impératif que par moment, par rapport à la gravité de la situation, que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, puisse reprendre la parole et parler justement avec ses concitoyens. On a vu justement ce choc émotionnel, vu et senti chez les Sénégalais lorsqu'il s'est déplacé justement à quelques encablures de la Tabaski, lorsqu'il s'est déplacé sur le terrain pour distribuer des masques, mais également échanger avec les vendeurs et acheteurs de moutons. Le Conseil des ministres, qui se tient pratiquement tous les mercredis, mais une fois au moins dans la semaine, un Conseil des ministres sur 2 semaines, on peut voir le président en direct à la télévision, derrière l'ensemble justement de ces ministres, et que le président puisse reprendre la parole et parler à nouveau aux Sénégalais et leur dire, écoutez, mon gouvernement et moi, nous vous disons de faire attention. Je crois bien que ça peut impacter et psychologiquement et émotionnellement, justement chez le Sénégalais qui a fini justement de tourner le dos au virus, alors que le virus est un virus têtu, c'est un virus malicieux, c'est un virus vicieux, c'est un virus sournois, et par ricochet, c'est un virus qui est véritablement incorrect parce qu'il ne veut pas quitter notre pays et le monde entier, malgré tous les efforts fournis. Mais dans tous les cas, je crois bien que les acteurs au sommet de l'État, les acteurs à la base, proches de la communauté, les maires des collectivités territoriales, les gouverneurs, les sous-préfets, les présidents d'associations sportives et culturelles, les Badienougor devront également reprendre le flambeau du combat et qu'ils soient beaucoup plus visibles sur le terrain pour mieux parler à ces jeunes qui se regroupent chaque soir sur les différents terrains de football, qui partagent justement les tasses de café et de thé, qui se partagent les mégots de tabac, etc., etc. Je crois bien que c'est là où il faudra mettre l'accent, parce que s'il s'agit d'innovation, c'est là où il faudra mettre l'accent pour que la communication soit beaucoup plus persistante, soit beaucoup plus convaincante, mais soit beaucoup plus essentielle par rapport à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est le combat que nous sommes en train de mener contre justement ce virus. Alors, c'est installé où pour la critique que je porte, M. Moudoungaï, c'est surtout contre le CNGE, Comité national de gestion des épidémies. Parce que, en réalité, la macrocéphalie de ce CNGE-là ne se prête pas à une bonne coordination des actions. M. Mbaou l'a évoqué tout à l'heure en parlant d'une certaine, en tout cas, d'un manque de solidarité au niveau gouvernemental. Vous savez ce qui est à la base de cela? Parce qu'aujourd'hui,
On ne sait pas si le CNG, c'est une cellule interministérielle de crise. On ne sait pas aussi si, en réalité, si c'est un comité scientifique. Parce que quand j'entends qu'il y a en même temps les experts, les gens du ministère, tout ça, en fait, il y a une confusion totale. Ce qu'on devait faire, c'est élaborer un comité scientifique qui est là pour conseiller le président sur l'évolution de la maladie et les décisions à prendre. Un conseil scientifique restreint, parce qu'en général, ça ne dépasse même pas le nombre de 15. Maintenant, à côté, il doit y avoir non seulement une cellule interministérielle de crise, c'est-à-dire là, ça va regrouper l'ensemble des ministères. De ce fait, s'il y a des décisions à prendre, au niveau maintenant des ministères, que les gens puissent dire, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons faire, la main, les gens vont travailler. Je prends même le cas de la Tabaski. S'il y avait une efficience de ce CNG-là, en réalité, ce que l'on a vu pendant la Tabaski, on ne va pas le voir. Parce qu'on ne va pas attendre à quelques encablures de la Tabaski pour essayer de communiquer sur le fait que les gens doivent observer les mesures barrières, amener en tout cas des gels hydroalcooliques ou bien amener des masques au niveau des forêts. Je dis que ça, c'était tardif. Ce qu'il fallait faire bien avant, si les gens avaient travaillé bien avant sur cela, en ce moment-là, le ministère de la Santé allait dire à son collègue de l'élevage que je veux qu'au niveau des forêts, qu'on puisse faire telle ou telle disposition. Monsieur Omorim, vous qui gérez le service des transports, il va falloir que les gens qui doivent quitter Dakar jusqu'à leur lieu, en tout cas leur destination finale, se comportent de telle ou telle manière. Maintenant, on mettra en renfort le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, ne serait-ce que pour faire observer un certain nombre de mesures barrières. Mais à quoi on l'a constaté? À un véritable méli-mélo. Moi, je me suis rendu vraiment sur certains points, en tout cas de départ, ce qu'on appelle souvent les garages occasionnels. Bon, moi j'ai vu que je ne parle même pas de protocole sanitaire, mais les gens ne portaient même pas de masque. On a l'impression que la pandémie était complètement derrière nous. C'est-à-dire les points de départ, on les avait multipliés. Or, je crois qu'il fallait nécessairement que le ministère des Transports soit rigoureux sur cela, en disant que tous les départs vont être pris à partir des gares routières. De ce fait-là, au moins, on aura un œil sur le respect du protocole sanitaire. Mais on ne l'a pas fait. On a laissé les gens, c'est-à-dire la multiplication aussi des forêts. Dans tout Dakar, partout il y a des forêts. Je crois que cette année-ci, exceptionnellement, on devait faire de sorte qu'à Dakar, qu'il ne puisse pas avoir au moins 3 grands forêts. Et là, ça permettra au ministère de mieux maîtriser cette pandémie-là. Mais partout dans Dakar, il y a des forêts. Et c'est pourquoi j'ai dit que si on avait une cellule interministérielle de crise, cela pourrait résoudre le problème-là. Ça n'a rien à voir avec un comité scientifique qui ne discute qu'avec le président de la République sur quelles sont les mesures qu'il faut prendre par rapport, bien sûr, à cette pandémie-là. Mais on a mélangé les experts scientifiques et en même temps les gens des différents ministères dans ce qu'on appelle un CNG, alors qu'il fallait dissocier les deux parce que ça n'a pas la même vocation. Le comité scientifique et la cellule interministérielle de crise, ça doit être 2 entités distinctes parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. Malheureusement, cela n'a pas été fait. M. Mamadou Ndiaye, concernant maintenant la communication du gouvernement, M. Mbow l'a évoqué tout à l'heure, il va falloir quand même qu'il y ait des échanges permanents entre vous qui donnez chaque jour les données, faites en tout cas la situation épidémiologique du jour, que vous puissiez échanger avec les journalistes. Imaginez, après presque 6 ou 7 mois de pandémie, il n'y a jamais eu une rencontre entre vous et les journalistes. C'est-à-dire que chaque fois, même la communication unilatérale qu'on observait après chaque mois, c'est-à-dire tous les deux de chaque mois, maintenant ça a même disparu. On ne voit plus les experts du CNG, on ne les voit plus. Et là, on a un soif de communication entre vous et nous. Mais ça, vous nous privez de cela. Alors qu'en réalité, il fallait nécessairement qu'en permanence, qu'on puisse communiquer, dialoguer avec vous sur la situation épidémiologique du jour. Mais il y a effet de relâchement. Et ça aussi, ça se traduit sur ce que nous sommes en train de vivre au niveau même de la... Alors, docteur Ndiaye, juste une question pour terminer. Dakar qui devient l'épicentre justement de ce Covid-19, est-ce qu'il n'est pas temps que vous preniez vos responsabilités ou même de suggérer un reconfinement? Et Yacine, je précise que Dakar, c'est 75%. Nous avons toujours pris nos responsabilités. Encore une fois. Encore une fois. Nous avons toujours pris nos responsabilités. Par rapport à ce que dit Seigne Salou, par rapport au Comité national de gestion des épidémies, c'est un comité national de gestion des épidémies, c'est un comité d'orientation stratégique où il y a un noyau qui réfléchit sur le plan scientifique par rapport aux différentes stratégies, mais il y a au sein du comité élargi, l'ensemble des ministères qui sont représentés et ce qu'il reprend ici a été dit à travers ça. Le ministère de l'élevage qui est présent, c'est ce qui s'est dit au niveau du comité. Le ministère de l'éducation nationale, même à la reprise des écoles, c'est les recommandations qui sont ici, et ainsi de suite. Donc l'ensemble des stratégies et orientations sont partagées au sein de ce comité.
Nonobstant qu'il y a également une réflexion scientifique autour d'un noyau dur, sans parler des cellules opérationnelles qui sont là, qui réfléchissent par rapport à l'ensemble des stratégies ou bien qui essaient d'opérationnaliser ce qui est dit. Bon, c'est une manière différente, bien sûr, du comité d'une cellule interministérielle qui peut-être au plan gouvernemental. Même s'il y avait ce CNGE, ça n'empêchera pas qu'au plan gouvernemental qu'on puisse faire quelque chose à ce plan. Maintenant, pour revenir au bilan dont il parle, effectivement, un bilan se fait toujours à la fin de chaque mois, il y a un bilan qui se fait et il y a un exposé en tout cas par rapport à tout ce qui s'est fait. Et on apprécie, peut-être qu'on peut toujours voir le format souhaité, peut-être avec l'autorité, le format souhaité par les journalistes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je pense que en cette fin de semaine peut-être ou au plus tard en début de semaine prochaine, il y aura également une réunion bilan où on va échanger avec les journalistes, dire ce qu'il faut faire, quelles sont les stratégies envisagées, quels sont les rectificatifs, quels sont les amendements, etc. etc. Les gens sont en train de se préparer par rapport à ça. Donc, par rapport à votre question, le reconfinement, je pense que ça, l'appréciation sera faite par la haute autorité ou les hautes autorités par rapport au reconfinement. En tout cas, moi, ce que je dis, il faudra essayer d'éviter ce qu'on appelle les fausses solutions à de vrais problèmes. Si on reconfine les gens alors que l'essentiel n'est pas réglé, reconfiner des gens qui ne sont pas convaincus, je pense qu'essayer de convaincre les gens, même s'ils ne sont pas confinés, me semble encore mieux. Peut-être que ce n'est pas tellement la panacée par rapport à ça, mais néanmoins, on ne peut exclure aucune mesure en réalité. Mais je pense, personnellement, je ne suis pas très convaincu de l'efficacité du reconfinement par rapport au Sénégal dans notre contexte, etc., par rapport même aux pays, etc., qui ont vécu, qui l'ont fait, et nous-mêmes qui l'avons fait, etc., par rapport à ça. Parce que c'était bon, Serigne Saliou pouvait le dire, d'apprécier l'efficacité des mesures barrières même que nous avons faites. Est-ce qu'elle a été leur efficacité par rapport, depuis qu'on a fait le couvre-feu jusqu'à présent? C'est important. C'est bien. C'est important. Nous suivons l'ensemble de ces éléments, n'est-ce pas, de voir est-ce qu'en réalité ça a été efficace, etc., etc. Nous avons un contexte sociologique assez particulier. Peut-être que je vais terminer par rapport aux chiffres. C'est pas pour parler des chiffres en réalité, c'est pour dire que nous, en tant que tels, nous ne faisons que collecter les chiffres issus du terrain. Nous disons que la vérité par rapport aux chiffres que nous avons. Ça ne sert à rien de cacher des chiffres. En réalité, et d'ailleurs, moi je dirais que certains même pensent qu'on a trop communiqué. Le communiqué par jour, je me demande même, est-ce qu'il n'agace pas les Sénégalais? Peut-être qu'il l'aime bien, mais peut-être même qu'il agace les Sénégalais en leur disant telle ou telle chose. Il faudra changer, comme disait Serigne Saliou, leur donner certains éléments d'analyse, etc. On y réfléchit, voir quels sont les éléments sur lesquels il faut appuyer, etc., etc. Au lieu de leur dire telle chose, peut-être qu'ils connaissent, etc. Mais en tant que les chiffres, nous y travaillons. J'y travaille je ne me suis jamais couché avant 2 heures du matin par rapport aux chiffres. Donc, on dit les chiffres, on les collecte, on les amène, on dit que la vérité par rapport à chiffres. On ne peut pas empêcher, cacher des morts, c'est pas possible. Des tests, on ne peut pas. Alors maintenant, il y a aussi quand même une critique que je formule pour l'ensemble peut-être des Sénégalais ou bien pour, pour le point de vue, le point de vue de la rue, qu'à chaque fois qu'on communique sur quelque chose, que ce n'est pas exact. En réalité, c'est l'exactitude de ce que nous disons est tout à fait exact. Les chiffres maintenant, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir peut-être un petit quelque chose à améliorer, etc. Mais nous disons toute la vérité par rapport aux chiffres que nous avons. N'est-ce pas? Les gens sont allés même jusqu'à douter des tests, etc. Comme je dis, vous avez vu combien de tests ont été faits. Il y a des pays qui n'ont pas fait ces tests. Mais le Sénégal, on le fait. Merci beaucoup, docteur. C'était le thème. Toute la vérité, rien que la vérité concernant le coronavirus. Restez avec nous tout de suite. C'est l'actualité commentée. L'essentiel, c'est aussi l'actualité commentée qui démarre avec la coordination des associations de presse qui dénoncent le saccage perpétré contre le quotidien Les Échos. Le CAP en appelle à la responsabilité du gouvernement pour la sécurité des journalistes. Mamadou Ibra Kane, le président du patronat de la presse, s'est entretenu avec Abdoulaziz Saudabar. Visiblement planifié et coordonné, appelle une condamnation de tout patriote. Cette tentative de museler la presse sénégalaise
intervient dans un contexte où cette vaillante corporation n'a pas fini de pleurer la perte de soldats de la démocratie. La CAP en appelle à la responsabilité du gouvernement de la République du Sénégal afin que la sécurité des journalistes soit une réalité institutionnelle avec le parachèvement des textes réglementaires qui sont toujours en souffrance dans les arcanes du pouvoir. Abdoulaye, qu'en pensez-vous? C'est vraiment dommage. C'est dommage qu'en 2020, après tout le combat mené par les médias, par les organisations de la société civile, qu'on en arrive à une telle situation où justement des personnes sont allées saccager justement un organe de presse, de confrères et de consoeurs. Mais je rappelle que pour ceux-là qui comprennent la philosophie des Moustarchidines telle qu'inculquée par Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, je crois bien que ceux-là qui l'ont fait ne peuvent pas se réclamer de ce mouvement, ne peuvent pas se réclamer d'être des talibés justement de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane, mais également de Serigne Moustapha Sy probablement, parce que le vrai Moustarchidine répond autrement et non pas par la violence, surtout en s'attaquant justement à ce qui est le symbole justement de la démocratie, autrement dit la presse qui donne l'information juste et vraie, parce que sans presse, nous n'avons pas de démocratie tout simplement. Alors, j'ajoute une petite information, Yassine. C'est pour dire tout simplement que moi, je ne crois pas vraiment à une action judiciaire contre ceux-là qui l'ont fait, parce qu'il y a eu toujours des précédents. On se rappelle sous Abdou Diouf, il y a eu ces fameux événements où 6 policiers ont trouvé la mort, et à l'époque aussi les Moustarchidines étaient mêlés à ça. Sous le régime du président Abdoulaye Wade, des groupes de presse ont été attaqués ici, que ce soit le Courrier, le PIC, que ce soit l'AS, et aussi des journalistes ont été tabassés. Karachoun et Kambeljen ont été tabassés ici, ça a fini en autre boudin. Mais aujourd'hui, donc si les événements-là se répètent, c'est parce que tout simplement, il y a eu des précédents. Et puisqu'il y a eu des précédents et que ça a été impuni, bon, c'est la raison pour laquelle aussi les gens se comportent ainsi. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas encore la dernière fois tant que la justice ne va pas céder. Très bien. Alors, l'actualité commentée, c'est aussi le rappel à Dieu du professeur Souran. Son collègue, en l'occurrence, le professeur Marito Ounian, évoque la perte d'un homme qui a révolutionné le domaine universitaire. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur sous Macky Sall pense que le professeur titulaire Moustapha Souran, également ancien ministre de l'Enseignement supérieur, mais Souad est un homme exceptionnel. Nous l'écoutons. Moustapha Souran était professeur titulaire des universités. Il a dirigé la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été recteur de cette même université. Le président Abdoulaye Wade l'avait nommé ministre de l'Éducation nationale, puis ministre de l'Enseignement supérieur. C'est lui qui a introduit à l'Assemblée nationale la loi sur le LMD. Il m'avait désigné pour présider la commission carte universitaire du Sénégal. Durant le travail de cette commission, nous avons élaboré le projet du CUR de Bambey, du CUR de Ziguinchor, de l'Université Polytechnique de Thiès. Ces 2 dernières institutions avaient changé de mission pour devenir l'Université de Ziguinchor et l'Université de Thiès. Il faut souligner que c'est sous son magistère que le président Abdoulaye Wade a fait une augmentation substantielle des salaires des enseignants du supérieur et des personnels administratifs, techniques et de services. Toute l'équipe des médias présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Abdoulaye, ici. Allez, un intellectuel de haute facture, en tout cas, qui a mené plusieurs combats. On n'a pas besoin d'y revenir, mais il faut rappeler qu'au-delà du professeur Moustapha Souran, le Sénégal a perdu énormément de repères, énormément d'élites. La semaine a été particulièrement éprouvante. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement, pour qu'il les accueille dans son plus haut paradis, mais également de donner l'occasion au Sénégal de pouvoir vaincre justement la pandémie à coronavirus, mais toute autre pathologie dont pourrait souffrir un quelconque citoyen sénégalais afin qu'il soit soigné ici et seulement ici, autrement dit au Sénégal. Alors, c'est une grande perte pour le Sénégal, pour qui connaît M. Moustapha Souran, son évolution à l'université, son passage dans le gouvernement du président Abdoulaye et surtout aussi sa dernière mission qui a consisté à diriger la commission de réforme foncière. Je crois qu'avec ce décès-là, le Sénégal perd encore un de ses illustres fils et nous souhaitons que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Merci beaucoup, Seigne Saliou Gueye. Merci également à Abdoulaye Mbow. Merci à notre cher invité qui est le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, qui est le directeur de la prévention au niveau du ministère de la Santé, mais également de l'Action sociale. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Restez avec nous tout de suite, la grande édition de 19h45.